Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, un durcissement dans le conflit continental. La réunion du comité d'entreprise de l'entreprise de pneus tourne court à Reims après des jets d'œufs sur la direction. L'équipementier allemand n'a pas l'intention de revenir sur la fermeture du site de Clairoy dans l'Oise. La TVA baissera bien à 5,5% dans la restauration, confirme Nicolas Sarkozy, mais à condition que la profession s'engage à faire des efforts sur les prix et l'emploi. Éviter l'engrenage du surendettement dans lequel trop de Français plongent grâce au mirage du revolving, le crédit renouvelable. Christine Lagarde présente les nouvelles obligations des prêteurs. Le débat s'anime à droite sur une hausse des impôts des très hauts revenus. Proposition de Pierre Méhaignerie qui reviendrait à remettre en cause le bouclier fiscal. Nous en débattrons ce soir avec nos invités. Sonia. Oui, ce soir on reçoit Philippe Marigny, rapporteur général du budget au Sénat, et Olivier Ferrand du think tank proche du PS Terra Nova. Autre débat d'actualité, la bioéthique, recherche sur embryons, procréation assistée et mère porteuse, autant de sujets pour nous ce soir. Un colloque posé aujourd'hui au Sénat. La question en ces termes, comment concilier le progrès technique à la devise liberté, égalité, fraternité? On en débat ce soir, Michel. Le gouvernement s'attaque donc aux dérives des crédits à la consommation qui souvent sont utilisés d'ailleurs par des Français pour boucler leur fin de mois. Oui, et c'est un chantier qui revient régulièrement sur le tapis. Comment moraliser le crédit à la consommation pour limiter le surendettement? La ministre de l'économie, Christine Lagarde, a présenté ce matin son projet de loi aux associations. Mieux avertir les consommateurs des risques encourus, des délais de rétractation plus importants. Ce sont quelques-unes des pistes proposées. Plus d'un ménage sur deux est endetté. Un peu plus de la moitié des ménages français étaient endettés à la fin de l'année 2008. L'un des taux les plus élevés depuis 20 ans, selon l'Observatoire des crédits aux ménages. Plus de 9 millions de Français détiennent un crédit à la consommation et de plus en plus de familles se retrouvent aujourd'hui en situation de précarité après avoir contracté ce type de crédit. Regardez ce reportage de Pierre Bonjoseph. Besoin d'une rallonge pour les fins de mois difficiles? Rien de plus simple. 3 clics et 10 000 euros sont débloqués en 10 minutes. Montant du remboursement 300 € par mois pour un crédit renouvelable. Mais à quel taux? Là, il faut chercher. Pour l'instant, à ce stade-là, en tout cas, nulle part, le taux d'intérêt, les conditions de remboursement, la durée, et surtout, en fait, on voit pas le coût du crédit. Ce qui est affiché, ça va être les mensualités, généralement des mensualité relativement faible, parce qu'on sait que c'est ça qui intéresse les personnes qui justement sont un peu en difficulté de fin de mois. Encadrer la publicité pour les crédits renouvelables, responsabiliser les prêteurs et les emprunteurs, imposer un délai de réflexion d'au moins 8 jours ou encore interdire les offres de crédit directement à la caisse des grandes surfaces. En déposant sa proposition de loi, Philippe Marigny veut moraliser l'utilisation de ces crédits renouvelables. Nous nous attendons tous à une année 2009 difficile. Difficile sur le plan économique, cela veut dire des publics fragilisés. Cela veut dire des personnes, des ménages qui peuvent être des victimes d'offres de crédit mal comprises et qui vont les entraîner trop loin, peut-être jusqu'au surendettement. Dans une telle période, il faut protéger les publics les plus fragilisés. Certains dénoncent déjà une raréfaction du crédit à la consommation au moment même où la récession menace en France. Philippe Marigny, persuadé qu'un accès au crédit trop facile mène directement à la crise comme on l'a vu aux États-Unis récemment, juge au contraire le moment opportun. À l'autre bout de l'échelle maintenant, parmi les Français qui gagnent plus de 300 000 € par an et qui n'ont donc pas besoin de crédit à la consommation, cette question, faut-il relever leur impôt? Oui, alors que le déficit public ne cesse de s'aggraver, la question agite l'UMP. En ligne de mire notamment le bouclier fiscal et le taux d'imposition des plus riches. Le député UMP, Pierre Méhaignerie, qui préside la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, a proposé de l'augmenter. Alors on va en parler avec vous. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir. Est-ce que Pierre Méhaignerie a ouvert un débat tabou à droite aujourd'hui? D'autres voix en tout cas le rejoignent pour qu'on remette les choses à plat sur la table. Celle par exemple du président du Sénat, Gérard Larcher, ce week-end. Il y a deux solutions.
options, soit supprimer le bouclier fiscal, soit le contourner, par exemple en récupérant l'essentiel des 600 millions d'euros rétrocédés aux Français les plus aisés dans le paquet fiscal. Et ça, c'est la proposition Méhaignerie de hausse de l'impôt pour les salaires au-dessus de 300 000 euros par an. Derrière ça, on sent bien la fébrilité qui monte dans la majorité à cause de la grogne sociale avant la grève de jeudi, qui, vous allez le voir dans les sondages, sera très massivement soutenue par les Français. Les élus sentent que sur le terrain, il y a l'impression que les sacrifices ne sont pas bien répartis et que ça n'est pas supportable. Et puis il y a aussi la perspective d'une hausse d'impôts généralisée qui pourrait être inéluctable à cause de l'explosion des déficits et de la dette. Et ça, c'est invendable si les plus riches sont dispensés d'efforts. Enfin, il y a l'exemple Obama. Lui fait financer une partie de son plan de relance en augmentant l'impôt des plus riches. Seulement voilà, le bouclier fiscal, ça reste un totem, un marqueur de Nicolas Sarkozy, d'où les contrefeux qui ont été allumés aujourd'hui à l'UMP, où l'on en fait une affaire de principe, en y ajoutant un argument. Selon les chiffres de Bercy, l'année dernière, grâce au bouclier, le nombre de Français partis à l'étranger pour des raisons fiscales a baissé de 15%. Merci Emmanuel. Et plus de 300 000 euros, ce sont les revenus de 1 à 2% des Français, selon Pierre Méhaignerie. La TVA à 5,5 dans la restauration, oui, mais sous condition. Oui, les professionnels du secteur l'attendaient depuis 16 ans. Le principe de la baisse du taux de TVA est acquis, mais avec des contreparties. Nicolas Sarkozy demande notamment à la profession de faire des efforts à la fois sur les prix et sur l'emploi. Une majorité d'universités toujours en grève. La contestation est toujours forte dans les universités. Une quarantaine d'universités en France restent en grève pour protester contre les réformes du gouvernement. À la Sorbonne, les enseignants sont toujours mobilisés. Ils sont soutenus par les élèves, même si certains, à l'approche des examens, remettent en cause le mouvement social. Anne-Louise de Rohan. Un dispositif policier est déployé devant la Sorbonne. Ici, la tension est montée d'un cran depuis 2 semaines. Beaucoup d'étudiants se sont mobilisés autour de leurs enseignants pour faire pression, et certains plus que d'autres. On a allé dire aux élèves qui vont en cours que comme la grève est effective, il faut nous encourager à ne pas aller en cours pour montrer que nous sommes tous en grève ensemble. Et aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte que déjà les salles sont fermées. Tous les professeurs ou presque boycottent les salles de cours, mais ne veulent pas non plus pénaliser leurs élèves. Je ne fais plus cours, alors je continue à voir mes étudiants régulièrement, je reste en contact avec eux, c'est pour moi très important de leur expliquer le sens de ma mobilisation, de les rassurer aussi au niveau des examens et du déroulement de leurs études. Mais en attendant, l'inquiétude monte, les examens c'est pour bientôt. Et malgré leur soutien, Julie et Jennifer ont peur d'être les premières pénalisées. Bien pour pas grand chose, on fait des allers-retours, on envoie les profs dans les salles, ils donnent des polycopiés, ils envoient des cours par internet, mais globalement, personnellement j'ai eu que latin depuis 1 mois. Une situation qui n'est pas prête de se débloquer car du côté des syndicats, pas question de lâcher sur le dossier de la masterisation. Les choses se sont passées trop vite sans qu'il y ait suffisamment de discussions, de négociations, d'échanges, de dialogue sur qu'est-ce qu'on met dans ce master, quels sont les prérequis, à quel niveau vont se passer les concours, quel contenu dans les concours. Les syndicats demandent le report d'1 an, la réforme des masters. À l'heure actuelle, une quarantaine d'universités sont en grève ou totalement bloquées en France. Les primaires ont commencé aujourd'hui à l'UMP en vue des élections régionales. Exactement, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. On vote à l'UMP. Tous les adhérents sont appelés à désigner par vote électronique leur chef de file pour la bataille des régionales. Objectif, effacer l'affront de 2004 quand une vague rose a submergé les assemblées régionales. Nicolas Béard. Ils sont 270 000 et ils ont 1 semaine pour élire leur tête de liste au régional. Le vote s'est ouvert aujourd'hui sur le site de l'UMP et après la débandade de 2004 où la gauche avait conquis 21 régions sur 22, le parti présidentiel sort l'artillerie lourde pour les régionales de 2010. Plusieurs ministres sont déjà dans la course et la partie semble gagner pour Xavier Darcos en Aquitaine comme pour Roselyne Bachelot en Pays de Loire, seule en lice dans leur région. Idem pour les secrétaires d'État Alain Joyandet en Franche-Comté et Bruno Le Maire en Haute-Normandie. D'autres ministres pourraient gonfler les rangs comme Brice Hortefeux pressenti pour l'Auvergne. Reste le cas de l'Île-de-France où un duel au sommet fait rage entre Valérie Pécresse et Roger Carucci. Le résultat de ces primaires devrait être reconnu le 22 mars. Même si l'UMP ne peut guère faire pire qu'en 2004, certaines réformes vont peser lourd, à commencer par la réforme Balladur et la réduction du nombre des régions.
Le chef de file des sénateurs socialistes Jean-Pierre Bel proteste aujourd'hui dans une lettre au Premier ministre François Fillon contre le fait que la déclaration de politique étrangère et sur la réintégration pleine et entière de l'OTAN ne fasse pas l'objet d'un vote au Sénat, alors que, vous le savez, le gouvernement va engager sa responsabilité sur cette question. Ce sera demain à l'Assemblée nationale. La bioéthique revient dans tous les débats cette année. Oui, et d'abord aux États-Unis, Barack Obama lève les restrictions financières sur les cellules souches obtenues à partir de l'embryon humain. Il invoque l'espoir que cette recherche aide à soigner certaines des maladies les plus graves, mais le débat éthique est toujours aussi vif, notamment en France. Le Sénat a organisé aujourd'hui un colloque sur ce sujet. Jean-Baptiste Daoulas. En France, la recherche embryonnaire reste interdite, mais les choses évoluent lentement. Depuis la loi bioéthique de 2004, 88 dérogations ont été accordées aux chercheurs, afin de mettre au point de nouveaux traitements. Mais pour mieux encadrer ces recherches, la loi bioéthique va être révisée cette année. Je pense que la recherche sur l'embryon à visée thérapeutique peut évoluer, car au bout de 5 ans, on n'a eu aucune avancée au niveau thérapeutique, donc ça pourrait être au niveau scientifique. Il peut être rediscuté de l'importance du clonage thérapeutique, tout en sachant que je suis tout à fait opposé au clonage reproductif. Le fait de manipuler des embryons continue à poser des problèmes éthiques, même avec un cadre légal strict. Les craintes de dérive restent nombreuses. Est-ce qu'on est prêt ou non, par la conjonction d'un certain nombre d'éléments, à aller vers un eugénisme de convenance? Il faut savoir si aujourd'hui on est prêt à avoir une réification de l'être humain. La réification, c'est la transformation de l'être humain en un objet comme un autre. Une crainte souvent exprimée à propos de la recherche embryonnaire. Pour en discuter, des états généraux de la bioéthique sont organisés jusqu'au mois de juin dans toute la France. Allez, justement, on parle de bioéthique, c'est tout de suite dans la suite de 18h. Voilà, c'est donc une question essentielle qui est relancée en 2009 pour réformer les lois de 2004. François Fillon, notons-le, s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour encourager le don de moelle osseuse. Le mot don d'organes a tout son sens. Effectivement, le bénévolat et la gratuité sont des données fondamentales en France, mais ce n'est pas vrai partout dans le monde. C'est aussi une donnée du débat sur la bioéthique qui va donc s'imposer tout au long de cette année avec les états généraux qui vont conduire à la réforme des précédentes lois de 2004. Et justement avec nous pour en parler ce soir, Didier Sicard, professeur de médecine et ancien président du Comité national d'éthique, Dominique Quignot, directrice de la Croix, qui vient de consacrer toute une série d'enquêtes au sujet, et le professeur Sadegh Bellousif qui a participé aujourd'hui au Sénat, on vient de le dire dans notre journal, à des débats mettant d'ailleurs en parallèle les progrès techniques et la devise de la République. Alors expliquez-nous ce parallèle. Parce que c'est une très belle devise, liberté, égalité, fraternité. On peut considérer que la liberté est un droit, l'égalité est un idéal, la fraternité est un devoir en fait. Et c'est quelque chose qui nous fonde. Vous venez de mentionner la visite du Premier ministre à l'hôpital Saint-Louis. C'est pas simplement pour stimuler ou promouvoir le don. En fait, c'est le début d'une campagne sur une grande cause nationale. La greffe, au sens large, étant prise comme une grande cause nationale. C'est ceux qui font notre pacte social. Et quoi de plus beau que la devise républicaine pour illustrer ça. Alors j'insistais sur le mot don, c'est l'une des données essentielles du débat médical en France. On manque d'organes, on sait, moelle osseuse, etc. On manque d'ovocytes également. Et là, il y a des tentations à l'extérieur de nos frontières pour commercialiser l'ovocyte. Je vais rester un instant sur les principes encore. Oui. Nous sommes dans une année particulière sur les états généraux de la bioéthique. Le président de la République a voulu qu'il y ait le débat le plus large possible, qui ne soit pas accaparé par les experts. Oui. Et pour cela, donc, ce lancement, je fais de la publicité sur un site internet, www.étatsgénérauxdelabioéthique.fr, oui, où chaque citoyen peut trouver de l'information et puis relayer et puis prendre position sur tel ou tel point. Sur les états généraux, nous sommes en fait sur la logique de la forme, en étant une sorte de lien entre les grands principes des grandes institutions, Conseil d'État, Comité d'éthique, Office parlementaire, agence et autres, et puis les médias, les Français et autres. Alors, je vous interrogeais sur les 3 piliers. Donc, je parlais de la gratuité, il y a le bénévolat, il y a l'anonymat également. Ce sont des questions qui reviennent toujours quand on parle de bioéthique. L'éthique, d'abord, c'est pouvoir parler un langage commun entre les scientifiques, le peuple, nous. Donc, pouvoir parler un langage commun et puis clarifier la question. Quelle est la pensée? L'éthique, nous avons appris que c'est plus... la question est parfois plus intéressante que
que la réponse. Et pour ne pas tomber dans la dictature sondagière qui serait une accumulation arithmétique de sondages, ça ne fonde pas une réflexion. On peut avoir une opinion, mais il faut, je crois, la substanter par une authentique réflexion. Alors, professeur Sicard, au-delà du débat théorique, il y a des questions aussi très concrètes. Faut-il, par exemple, permettre à tous les couples, y compris les couples homosexuels ou les personnes célibataires, justement, d'accéder à ces techniques de procréation? La question est souvent extrêmement difficile parce que on peut imaginer que deux personnes, fussent-elles du même sexe, aient envie de fonder une famille. On n'a pas à porter un jugement d'emblée moral. Mais il est vrai que cette situation pose un problème du vivre ensemble et que la situation individuelle parfaitement respectable, lorsqu'elle est permise comme aussi banale que un couple hétérosexuel vivant ensemble, au fond, met la société face à l'existence de valeurs. Quel est le statut d'une valeur? Et collectivement, on a envie d'être très ouvert. Et puis, à l'occasion de tel ou tel débat, et vous posez une question, je suis toujours très embarrassé parce qu'on... Oui, le professeur Beloussif parlait d'un langage commun entre justement les scientifiques. Il n'y a pas de langage commun. Il n'y a pas de langage commun? Il n'y a pas de langage commun parce que on croit, une société croit que derrière un mot, tout le monde met exactement les mêmes substantifs, les mêmes valeurs. Or, derrière le mot couple, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, le couple homosexuel dit que il est un vrai couple. Et j'ai tendance à le croire. Mais pour un couple hétérosexuel, il a l'impression d'être le seul. Donc au fond, c'est la question de savoir si on arrive à trouver, c'est la difficulté de la bioéthique, un langage commun. Très difficile. Alors on a parlé de la République, des valeurs républicaines, de la devise, liberté, égalité, fraternité, Dominique Quignot. Il y a également les valeurs que défend l'Église, et un peu par conséquent, évidemment, la Croix. Vous avez lancé la semaine dernière une grande enquête sur toutes les nouvelles techniques qui posent tous ces problèmes, toutes ces questions éthiques. Il faut rappeler que le Vatican vient de rappeler sa position forte, notamment sur la question de la procréation et de l'assistance à la procréation artificielle. C'est un niet sans bavure. Je crois qu'on peut dire que c'est un non clair et net. Je voudrais simplement dire que dans notre volonté de faire toute une série d'enquêtes qui est en cours, donc sur les différents dossiers qui risquent d'être abordés à l'occasion de cette révision des lois, le but est aussi de permettre aux gens de s'informer et de se former, parce qu'on l'a répété, ces états généraux sont destinés à faire prendre conscience à chacun, à chaque citoyen, qu'il est concerné par ces questions. Ce n'est pas juste une affaire de législateurs, ni une affaire de médecins, ni d'éthiciens, ni de juristes, ni de religieux, mais de chacun d'entre nous, parce que ces questions, elles nous arrivent parce qu'il s'agit de naissance, de mort, d'enfants à naître, etc. Et nous, ce que nous voulons, et je pense que c'est derrière nous aussi la position, disons, des autorités religieuses, c'est de ne pas se contenter de regarder question après question, d'une manière parcellaire, mais de voir globalement quel type de société on est amené à construire quand on prend telle et telle décision par rapport à l'embryon, sur d'autres thèmes par rapport à l'euthanasie, etc. Voilà, c'est d'avoir un projet global, et c'est ce que nous essayons de présenter. Dominique, il y a quand même sur l'Église, la condamnation n'est pas anodine. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour l'Église d'être en décalage, comme on l'a montré notamment récemment sur les excommunications? Est-ce qu'il y a un risque d'être en décalage avec la société aujourd'hui, et notamment la société française? Sur la question des excommunications, vous voulez parler du Brésil. Il faut savoir de quelle Église on parle, parce que les positions sont là très diverses. Et il y a eu une prise de position officielle au Vatican qui remet un peu les pendules à l'heure sur cette question. Donc, mais par ailleurs, le Vatican s'est corrigé. Il est corrigé. Enfin, c'était pas le Vatican qui s'est exprimé. Sont réparés. Alors, avec cette nouvelle condamnation. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça ne pose pas de problème majeur à l'Église catholique de se trouver en décalage par rapport à la société, puisqu'elle a le sentiment d'avoir un message à transmettre, mettre la vie et la dignité de la vie au centre de tous les débats. Depuis la conception jusqu'à la fin de la vie, c'est son message continuel. Je pense qu'elle se sent, et les chrétiens avec elle, dans le rôle de faire passer ce message, même si la société... À la croix, est-ce que vous pouvez, comme le Vatican, condamner toute aide médicale à la procréation? Est-ce que c'est la ligne du journal? La ligne du journal, ce qu'on peut noter,
c'est que ces techniques-là ont permis que se posent des tas de questions nouvelles sur... ces techniques ont surtout permis à des couples d'avoir des enfants. Elles ont permis à des couples d'avoir des enfants. Toutes les questions de filiation ne sont pas si simples. Bien sûr. Les donneurs, vous avez même parlé des questions de gratuité, d'anonymat, etc. Questions de filiation, je ne parle pas de couples qui trouvent là une technique. On parle jamais non plus des échecs, de ce que c'est que pour des couples de quelquefois détester de pas réussir à avoir d'enfants, etc. Toute la question des embryons surnuméraires qui effectivement pose la question de leur destin, etc. Voilà. Donc il y a nécessité de poser des questions. Professeur Sicard, justement. Je crois qu'il faut essayer de ne pas être réducteur dans ces questions-là. Et dans le colloque de ce matin, on a bien vu qu'on a une double interpellation de la société et puis de la science. Du côté de la science, on comprend bien que la définition de la vie et de ce que nous voulons, elle ne peut pas être que scientifique forcément. Elle fait entrer des considérations philosophiques, éthiques, symboliques, anthropologiques. Et on doit pouvoir s'accaparer et puis comprendre ça. Ça, c'est du côté de la science. Et de l'autre côté de la société civile, en fait, la sénatrice Marie-Thérèse Hermange nous a tous interpellés en disant, finalement, qu'est-ce que vous nous demandez, vous, scientifiques, sur ces différentes questions ? Et à la suite, entre qu'est-ce que vous nous demandez, c'est qu'est-ce que vous nous demandez en fait d'abandonner. C'est quoi votre réponse alors ? Je n'ai pas de réponse. Je reste dans la logique de la forme ou de l'explicitation du débat. Est-ce qu'un scientifique, un chercheur peut abandonner quelque chose ? Est-ce que les progrès de la technique n'avanceront pas toujours? Un scientifique, c'est un homme. Un scientifique, il a aussi des considérations à voir. Le professeur Sicard vous a, un homme ou une femme, le professeur Sicard vous a répondu, je trouve, de manière tout à fait pertinente en traduisant la difficulté de s'accorder sur une définition. L'éthique, c'est essayer d'expliciter cette question et ça reste extrêmement difficile. Et c'est parce que c'est difficile qu'on a un impératif absolu à essayer de traduire cette tension. On a une responsabilité morale face à une incertitude. Fais-je le bien? Oui, non. On a une responsabilité morale. On a, deuxièmement, un impératif d'équité et de justice distributive pour tous les citoyens. Et troisièmement, on a à reconnaître les valeurs morales qui fondent notre société. C'est pour cela que l'on s'est basé sur cette devise liberté, égalité, fraternité, sur notre responsabilité, sur l'équité à entreprendre. Mais l'égalité, par exemple, un couple homosexuel qui veut un enfant peut venir vous voir en disant, moi, au nom de l'égalité, je veux un enfant. Vous avez l'égalité. Vous avez l'égalité et vous avez l'équité. Je n'ai pas aujourd'hui, aux 18h de Public Sénat, un à ça. Le président a justement voulu que ce débat ne soit pas accaparé par les scientifiques ou les experts ou les différents groupes de pression. Et c'est justement pour ça qu'il y a ces 3 forums citoyens dans 3 villes différentes. Alors, professeur Sicard, c'est aussi un débat qui progresse rapidement aux États-Unis. Que pensez-vous de la décision de Barack Obama, on l'a dit tout à l'heure, d'autoriser le financement public des recherches sur les cellules souches? Barack Obama est dans une situation difficile parce qu'il succède à un président conservateur qui faisait de son mandat une interdiction absolue de la recherche sur l'embryon. Donc il a, durant sa campagne, tenu un discours ouvert. La question, c'est pas forcément d'interdire la recherche sur l'embryon, c'est de faire de l'embryon un matériau de réparation. Et que ce soit des lignées de cellules souches, que ce soit un enfant pour un autre, c'est-à-dire à un moment donné, la société finit par considérer que l'embryon, c'est pas grand-chose. Et que c'est cette vision de notre mépris de nous-mêmes qui est embarrassante. C'est pas tellement, c'est cette obsession de confier au fond à l'usage de l'embryon la thérapeutique du futur. Et là, je crois qu'il y a un saut qui me paraît ambigu. En revanche, de comprendre le fonctionnement humain sur l'embryon ne me paraît pas quelque chose de scandaleux. Mais là, c'est l'utilisation de l'embryon pour venir en aide à des personnes malades. Alors. Et je suis toujours très frappé de voir que une société qui refuse la finitude, qui refuse le vieillissement, quand elle demandera au début de la vie de réparer, m'embarrasse sur le sens même de ce que nous sommes. Dominique Quignot, sur cette question-là, que dites-vous à la Croix? Et par exemple, un professeur qui utiliserait un embryon
pour se servir en quelque sorte, en pièces détachées, je vais résumer à grands traits, pour sauver un malade, commettrait-il un meurtre en s'en débarrassant par la suite? C'est ce que dit en tout cas la doctrine officielle de l'Église, c'est-à-dire que la recherche sur l'embryon qui implique la destruction de l'embryon contrevient donc à ce que croit l'Église. Mais moi je retiens surtout ce que vient dire le professeur Sicard, c'est quelle idée avons-nous de cette vie commençante, même si tout le monde n'a pas sur le statut de l'embryon la même position, si on en fait un objet de recherche. Et en plus, ce que je voudrais signaler par rapport à la question des États-Unis, c'est qu'il ne faut pas oublier la question économique qu'il y a derrière. Quand on permet à nouveau de financer le financement public, parce que les financements privés continuent, c'est parce qu'il y a aussi un marché extraordinaire, potentiel, et qu'il est difficile pour certains États de renoncer à ces justement, avantages. vous évoquez un aspect très important. Il y a aussi un commerce qui progresse avec ce débat. Quelles sont les pratiques les plus choquantes à vos yeux, vous et aux autres? Professeur Beloussif. La vente d'organes. La vente d'organes. La vente d'organes. Et je crois que la France est dans ce domaine un pays exemplaire. Nous avons des valeurs, mais quelquefois on ne les met pas en pratique. Et dans le domaine du sang, dans le domaine des organes, nous sommes quasiment le seul pays au monde à maintenir de façon extraordinairement sûre et certaine la non-commercialisation du corps. Et ça, je crois qu'il faut y tenir. C'est pour ça d'ailleurs que l'ouverture aux ovocytes me paraît être une brèche qui serait très dangereuse. D'accord, mais je vais vous poser une question provocante. Je veux dire, si on pouvait rétribuer les donneurs, on manquerait peut-être moins d'organes qu'aujourd'hui? Je ne crois pas. Je crois que le don d'organes est tout à fait au-delà de la marchandisation et que quand les pays rentrent dans cette spirale, ils ne peuvent pas en sortir. Je crois que dans ce domaine, le futur est plutôt, je pense, de notre côté, du côté de la France dans ce domaine. Ce qui est trop précieux pour être vendu doit être donné. Et c'est en ça que l'annonce par le Premier ministre de cette grande cause nationale qu'est le don et puis la greffe est extrêmement fondateur. Est-ce que vous pensez que la France pourra garder sa singularité dans le monde comme cela encore longtemps? Dominique Quignot. Moi, je veux le croire, parce que je pense que tout ce qui s'est mis en place, ces états généraux, et puis, si je veux dire, l'exemple de la loi sur la fin de vie, montre qu'en partant de positions éventuellement contraires, par la discussion, et on peut arriver à une sorte de consensus qui ne satisfera pas forcément chacun, mais qui effectivement donne de notre pays, sur ces questions-là, une image cohérente, je trouve. Je trouve que pour avoir beaucoup travaillé sur les différentes législations européennes pour l'enquête que nous faisons, c'est vrai que la France est assez exceptionnelle. Alors, autre aspect où l'on évoque la marchandisation du corps, Sonia. Oui, ce sont les mères porteuses. Est-ce qu'on se déclare pour ou contre la gestation pour autrui? Là encore, en tous les cas, des femmes ont souvent recours à d'autres femmes à l'étranger qui sont indemnisées. Quel est votre avis aux uns et aux autres? Professeur Beloussif, sur cette question? C'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'elle va stigmatiser les choses. Et un peu comme si on demandait, êtes-vous pour ou contre? Enfin, ça tranche beaucoup trop. Et je ne voudrais pas rentrer dans une nouvelle affaire Dreyfus. Vous vous rappelez la caricature de d'Aubier, on n'en parlera pas, et puis ils en ont parlé. Je crois que c'est toute cette difficulté de dire en première approche immédiate, réflexe, sans réflexion vraiment, on dit pourquoi pas. Et quand on creuse un peu et qu'on voit quel est le degré d'instrumentalisation, de marchandisation et d'indignité qui est faite au corps de la femme, c'est absolument terrible. Et la deuxième couche va être finalement, puisque c'est compliqué, il faut que l'on régule ce marché, pour pas oser dire cette pratique, pour pas rentrer dans des travers que l'on voit, d'Ukraine et autres. Vous parlez d'un marché quand même. Bien sûr. Oui, il y a un marché. Il y a un marché étranger, un marché des pays pas forcément les plus riches qui vendent leur corps. Donc, avec toutes les bonnes intentions, au départ, ou plutôt à l'arrivée, ce seront les femmes les plus pauvres qui permettront d'accéder à ces législations pour autrui et pour les plus riches. Donc il y a quelque chose qui est très ambigu. Toutes ces questions vont nous occuper donc tout au long de l'année 2009. Un mot, Dominique Quignot, demain vous avez encore un volet consacré à la bioéthique dans la Croix. Oui, effectivement, et sur les mères porteuses, justement. Voilà. Alors le débat se poursuit. D'ailleurs, je trouve que depuis une semaine, je trouve que là vraiment
C'est un dossier de grande qualité parce qu'il va en profondeur et qu'il n'est pas compliment. traité en quelques minutes. Au passage. Merci à tous. La suite du 18h. Après les questions éthiques, mais les questions politiques où la morale n'est pas absente. Les salariés de Continental estiment n'avoir plus rien à perdre. Ils ont perturbé aujourd'hui à Reims le comité central de leur entreprise. Saveria Rojek. Continental, les voyous vont payer. Continental, solidarité. Ils sont plusieurs centaines à être venus crier leur colère ce matin à Reims. Pour ces salariés abasourdis par la fermeture de leur usine, le monde s'écroule. Après avoir accepté il y a 2 ans de repasser aux 40 heures pour sauver leur emploi, ils s'estiment aujourd'hui trahis. C'est travailler plus, tout simplement, pour être plus vite au chômage, plus vite dans la précarité en fait. Enfin moi je le comprends comme ça, hein. Moi maintenant c'est mon sentiment, c'est comme ça que je vois l'avenir, c'est comme ça que je vois la société. On fait des efforts et malheureusement on n'en récolte pas les fruits. On n'a rien à foutre de finir à Dreyflam. Des hommes et des femmes qui travaillent dans cette société, ils n'en ont rien à foutre. Une trahison d'autant plus grande que la branche pour laquelle travaille l'usine de Clairoy fait des bénéfices. Résultat, le ton monte rapidement. Une dizaine de salariés réussit à s'introduire dans la salle où se déroule le comité d'entreprise. G2 et de projectiles. Au final, la réunion est ajournée. Ça commence pas comme ça, mais ça va finir comme ça. Tout ceci est très légalement serré malheureusement et on ne peut pas répondre, interférer sur une procédure. Nous ne pourrons véritablement commencer à dialoguer au fond et à répondre qu'à partir de la réunion du 31 mars prochain. C'est la loi qui l'impose, vous le savez, on ne peut malheureusement de toute façon pas y déroger. Prochain rendez-vous donc pour les salariés le 31 mars pour le prochain comité d'entreprise. Mais pour la direction allemande, le verdict est d'ores et déjà sans appel. L'usine doit fermer. Avec nous, Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, qui était la semaine dernière aux côtés des salariés de Clairoy qui vont perdre leur emploi dans cette usine continentale qui va fermer, comme l'a confirmé d'ailleurs la direction allemande de la firme aujourd'hui dans un journal allemand. Mais vous savez, c'est toujours la même direction au nom d'un conseil de surveillance qui est incomplet. Oui. Et c'est dans une semaine, le 23 mars, que le conseil de surveillance du groupe Continental sera complété et élira un nouveau président. Donc il ne faut pas considérer que tout soit joué. D'autant qu'en Allemagne, il y a aussi des réactions très vives contre la fermeture de l'établissement de Hanovre. Or, le plan qui est présenté était un plan relativement équilibré. Donc il y a lieu de négocier. Et je peux même vous dire que l'actionnaire du groupe qui a pris le contrôle de Continental a désigné une très haute personnalité allemande, un avocat qui est une personnalité politique très connue, pour mettre à plat cette question. Alors, je ne sais pas si c'est public, mais vous pouvez vous en douter quand je dis que c'est une très haute personnalité qui a fait une brillante carrière dans la politique jusqu'au plus haut niveau. Qui fut chancelier, donc. Enfin, dites-nous, parce que, M. Marini... Écoutez, comme vous savez tout, que vous devinez presque tout, bon, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je ne suis pas Madame Scheffler, vous l'avez observé, donc c'est pas à moi de l'annoncer. Hein. Alors, Monsieur Schmitt Monsieur Schmitt a un certain âge. Non, mais soyons 80 ans, je ne sais pas. Oui, mais bon, écoutez, bon, ce sont des décisions importantes, soyons clairs sur le nom. Ce sont des décisions importantes, mais il a été dit que l'ancien chancelier Schröder serait chargé de cette mission. Et on ne peut pas considérer que le plan de restructuration tel qu'il est issu de l'actuelle direction, qui n'est qu'une direction intérimaire, on ne peut pas considérer que ce plan sera validé dans tous ses éléments. Alors, moi, ce que je dis, c'est que, bien sûr, il y a eu trahison de la confiance des salariés, je le maintiens, que tout ceci a été mené dans des conditions qui défient l'entendement et qui, pour moi, relève de l'irresponsabilité. S'il y a des problèmes, il faut les traiter de façon coopérative entre autorités françaises et autorités allemandes et faire face aux conséquences de la crise. Et on ne peut pas traiter les salariés de Continental comme ils ont été traités dans cette affaire. Donc, ce n'est pas possible. Vous nous annoncez en tout cas l'entrée dans le dossier de Gerhard Schröder, qu'on savait plus orienté vers l'Est pour les affaires, mais qui s'implique dans les affaires allemandes et franco-allemandes aujourd'hui, avec le dossier Continental. On entend aujourd'hui la CGT dire que le gouvernement a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Marini, puisque la position le gouvernement de base de la CGT qui considère que tant qu'on n'a pas collectivisé l'économie, on n'a pas fait ce qu'il faudrait. D'accord, mais donc, la CGT dit que le gouvernement a financé les heures supplémentaires qui avaient été proposées aux salariés de Continental. On l'a fait de bonne foi dans le cadre d'un accord partenarial. Si l'autre partie nie sa signature, bien entendu,
il faut en tirer toute une série de conséquences. Alors avec nous aussi Olivier Ferrand, qui est président de Terra Nova, un think tank qui veut donner des idées. À la gauche, une première question, un premier commentaire sur tous ces ministres. On les a vus ces derniers jours, comme Luc Châtel, comme Laurent Wauquiez, qui dans les dossiers Continental ou encore Total se transforment un petit peu en super délégués syndicaux, comme le dit François Chérec. Quel est votre avis sur leur action? Qu'ils essayent de préserver l'emploi en France, ça me paraît être la moindre des choses, étant donné la gravité de la crise. Maintenant, au-delà de la fonction du verbe, il faut aussi y ajouter l'action. Et là, c'est vrai que le gouvernement pêche par absence de solution à la crise en matière d'emploi. Alors la question que nous posons maintenant et qui est relancée par Pierre Meignery, pourquoi ne pas imposer provisoirement les très hauts revenus, plus de 300 000 € annuels? Est-ce que la solidarité s'impose de cette façon-là face à la crise? Philippe Marie. Il faut garder raison et notre système fiscal, on ne va pas le modifier tous les mois en fonction des idées qui vont et qui viennent. Il ne faut pas oublier que, crise ou pas crise, nous sommes dans un monde ouvert et que nous n'avons pas intérêt à faire fuir les compétences. Maintenant, il y a des règles à respecter, des règles de déontologie, en ce qui concerne notamment les rémunérations des dirigeants d'entreprise, mais je ne crois pas que ce soit de bonnes pratiques en cours d'année, dans la énième loi de finances rectificative liée à la crise, de remettre sur le métier le système fiscal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est une façon pour vous, ce qu'on vient de voir, de revenir sur le bouclier fiscal? Le bouclier fiscal a ses justifications. Nous l'avons voté en 2007 et ces justifications existent toujours en 2009. Il n'y a pas une fissure dans le bloc? Combien de fois on vous a invité, M. Marini, face à des sénateurs socialistes et des gens de gauche qui nous disaient à chaque fois le bouclier fiscal, il faut y toucher, il faut y toucher, il faut y toucher. Aujourd'hui, vous dites toujours non? Je dis que notre analyse de 2007 demeure pleinement valide. Mais vous savez, la solution que je défends pour l'après-crise sur ce sujet, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer à de nombreuses reprises. Supprimer le bouclier fiscal qui comporte des effets pervers, quand on fait notamment un appel à la solidarité pour les plus hauts revenus, c'est vrai, ça les écrête, ça écrète cet appel à la solidarité. Et en deuxième lieu, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune qui a de nombreux effets pervers. Et en troisième lieu, créer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu pour se procurer le même produit fiscal que celui apporté aujourd'hui par l'ISF. Ça me paraît être un plan cohérent. Maintenant, est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de l'entendre? Est-ce que c'est audible dans l'état de l'opinion? Je n'en suis pas du tout certain. Allez, votre commentaire, Olivier Ferrand, vous qui êtes là pour donner des idées à la gauche, c'est à droite qu'on débat sur toutes ces questions. Qu'en dites-vous? Je crois qu'on débat aussi à gauche. D'ailleurs, c'est à gauche que les actions les plus spectaculaires ont été prises récemment. Alors, je trouve que c'est la gauche américaine, mais vous disiez qu'on peut rien faire. Enfin, en France, on peut pas bouger parce qu'il y a la concurrence internationale. Il faut pas faire fuir les compétences. Donc, il faut, sous-entendu, il faut garder un système injuste où les inégalités s'accroissent, où la fiscalité permet pas de maintenir une redistribution minimale et un niveau d'égalité minimale entre les citoyens parce qu'il y a la concurrence internationale. Justement, aujourd'hui, il se trouve qu'à l'étranger, c'est plus la pensée dominante. On a le pays le modèle du libéralisme international, les États-Unis, qui décide, le gouvernement américain, qui décide de plafonner les rémunérations excessives des grands dirigeants d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a la crise, bien sûr, mais parce qu'ils se sont aperçus également. J'ai eu ce débat avec Larry Summers, l'actuel président du Conseil de sécurité économique de Barack Obama, il y a quelques années. Vous revenez des États-Unis. On revient des États-Unis. Voilà. Il y a quelques années déjà, qui nous exposait la situation aux États-Unis. Il disait c'est très simple. La déformation dans la distribution des revenus du fait de l'accroissement des inégalités aux États-Unis a entraîné en 10 ans, ces 10 dernières années, un transfert, toutes choses égales par ailleurs, un transfert de 150 milliards de dollars des classes moyennes et populaires, c'est-à-dire des Américains, vers les 1% les plus riches.
Et quand il regardait dans le détail, plus de 50% de ces 150 milliards de dollars allaient aux 0,1% les plus riches. Il disait on a un problème majeur, c'est qu'on est en train de recréer une société duale avec un tout petit nombre de riches qui a siphonné quelques cadres supérieurs et puis tout le reste de la population qui s'est précarisée et paupérisée. Donc on a de nouveau, on est en train de réinventer la lutte des classes aux États-Unis, ça peut pas durer, on voit la disparition de la classe moyenne et il faut arrêter ça. On arrête ça comment? Par la redistribution, soit par la redistribution fiscale. Et pour la première fois depuis Franklin Roosevelt, on est depuis 70 ans, on augmente aux États-Unis les impôts des plus riches, c'est ce que vient de faire Barack Obama, en augmentant les taux d'imposition marginaux des plus riches. Et puis, encore plus spectaculaire, on plafonne la rémunération des cadres dirigeants des entreprises dans lesquelles Philippe Marini, c'est un exemple américain à suivre. C'est surtout l'exemple de la pensée d'hier, et il faut maintenant penser à la pensée de demain, qui est une pensée rénovée, où la justice sociale reprend son droit. Mais je ne sais pas si tout est vraiment exemplaire aux États-Unis. On va avoir le G20. On va voir ce qu'ils nous disent sur la régulation financière. Je ne crois pas qu'ils soient complètement revenus de tous les péchés qui ont véritablement créé chez eux d'abord la crise financière. Ensuite, je n'ai pas souvenir qu'il existe aux États-Unis un impôt sur la fortune. Je ne crois pas. Et en troisième lieu, je ne crois pas non plus qu'il y ait aux États-Unis un mécanisme de financement des régimes sociaux permettant en matière d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et dans tous les domaines de la protection sociale, d'apporter un filet étendu aux concitoyens de M. Obama. Alors, si l'on compare deux systèmes, je crois qu'il faut les comparer dans leurs principaux éléments, pas seulement sur un seul ou sur une intention, fût-elle sympathique. Olivier Ferrand, est-ce que vous avez fait valoir aux États-Unis, à vos interlocuteurs, les bons côtés du système français ? Je ne sais pas si j'en ai plus modeste que ça, mais Karen Kornblum, qui est la rédactrice de la plateforme, donc du programme d'Obama de campagne, nous disait le week-end dernier que les États-Unis étaient le seul pays parmi les pays développés à ne pas avoir développé un système de santé, une couverture maladie universelle, couverture santé universelle pour ses citoyens, et que ce retard était coupable, qui datait pas d'hier, ça date ça a 30 ans, et qu'ils allaient effectivement essayer de se rapprocher des Européens de ce point de vue-là. Mais pour revenir sur la fiscalité, de nouveau, plafonner à $1 million, on parlait de 300 000 €, $1 million, la totalité des rémunérations globales des patrons des entreprises sous contrôle ou qui bénéficient d'argent public américain, cette rémunération globale est plafonnée à $1 million. Est-ce qu'on le fait en France ou est-ce qu'on ne le fait pas? On le fait aux États-Unis. Est-ce qu'on va le faire en France ou pas? En matière de fiscalité, aujourd'hui, de la même manière, l'impôt sur le revenu américain est plus redistributif, contrairement à la légende urbaine dans laquelle on vit, est plus redistributif que l'impôt sur le revenu français, qui est le moins redistributif de tous les pays de l'OCDE. Même la Turquie a un impôt sur le revenu plus redistributif que le nôtre. Olivier Ferrand, sur votre voyage aux États-Unis, on l'a bien compris, vous avez beaucoup analysé et regardé de près le modèle américain. Est-ce que ce voyage s'inscrit aussi dans la perspective de l'organisation de primaires à gauche? Oui, alors ça c'est un autre sujet que la fiscalité et l'impôt sur le revenu. Vous vous y êtes intéressé aussi? Oui, effectivement. Terra Nova a fait il y a quelques semaines une mission d'études aux États-Unis sur les techniques de campagne. Utilisé par Barack Obama pendant la campagne présidentielle. Nous y sommes retournés avec une délégation de gauche, il y avait notamment Arnaud Montebourg pour le Parti socialiste. Et une des leçons qu'on tire, effectivement, c'est que Barack Obama a modernisé la façon de faire campagne aux États-Unis. Pour le dire en un mot, hier, c'était des campagnes de conviction vers l'électorat. On essayait de convaincre l'électeur, votez pour moi. Avec Barack Obama, c'est pas ce qu'il fait. C'est une campagne de mobilisation, de création d'un mouvement où il dit aux gens, venez nous rejoindre, join us, participez au mouvement Obama et venez faire campagne pour moi. Et ça vous a donné des idées. Quelques idées. Si on veut créer cette mobilisation en France, le point de départ, c'est de faire des primaires ouvertes parce que c'est ces primaires qui donnent l'énergie et la mobilisation. La gauche. Un dernier mot, Philippe Marini. Je vous livre un scoop du 19 au 26 avril.
avril, Jean Arthuis et moi-même, avec une délégation du bureau de la Commission des finances, nous allons aux États-Unis. Le sujet, c'est la crise financière. C'est le système fiscal, n'est-ce pas? Nous allons, nous aussi, chercher des sources d'inspiration dans ce monde. Les rémunérations. On verra si vous tirez les mêmes leçons de vos parfois voyages une grande d'études. hypocrisie, parce qu'il faut vérifier qu'il n'y a rien qui passe à côté. Eh ben, On verra. recevra avec plaisir. Si vous Après tirez les votre mêmes voyage. leçons et les mêmes enseignements de vos voyages respectifs aux États-Unis et dans l'Amérique de Barack Obama. Messieurs, merci. Allez, tout de suite, restez avec nous. Il ne faut jurer de rien. Emmanuel Dancourt reçoit l'écrivain Philippe Delerme. Et puis, craignez-vous le surendettement? C'est la question que posera ce soir Pierre Sled dans Bouge la France. Très bonne soirée sur Public Sénat. Bonsoir.